Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Niels Wilke. C'est le monsieur off du média et tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique, médiatique et décrypte l'actualité. Et avant de démarrer cette émission, je tenais à vous dire que nous sommes en pleine campagne pour justement sauver le média. La situation du média est une situation critique à l'heure actuelle et nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels pour pouvoir nous sauver. Et on compte sur vous, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Et pour cela, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Notre survie dépend de vous. Au sommaire de cette émission, Cannes politique. Pendant le festival, nos élus aussi font leur cinéma. Niels va nous expliquer pourquoi ils vont sur la croisette. Barbouzerie, manipulation et enquête, comment les candidats à la présidentielle sont pistés pour les faire trébucher dans la course à l'Élysée. Enquête de Niels Wilke. Les indiscrets, c'est parti. Bonjour Niels. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Niels, je vois que tu es endimanché, en tout cas tu as sorti la chemise des grands jours. Qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, parce que c'est le festival de Cannes, voilà, so chic, tu vois, donc je me suis prêté au jeu. C'est pas le festival de Cannes aux médias et c'est pour ça évidemment qu'on compte sur votre soutien. En parlant de Cannes, justement, c'est le sujet de cette première partie. Niels, il paraît que Jean-François Copé est à Cannes. Que fait-il là-bas ? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la présence du maire de Meaux, s'il vous plaît, dans l'un des plus grands festivals de cinéma mondial. Et nos élus ont du talent, et cette fois, c'est le monde du cinéma, des paillettes et du glamour qui semble les avoir effectivement attirés comme un aimant, et notamment effectivement Jean-François Copé qu'on a vu monter les marches. Alors, il n'a pas répondu à mes sollicitations, j'ai essayé de lui poser la question pour savoir connaître les raisons de sa présence effectivement au festival. Mais enfin, en dehors de Jean-François Copé, tous les bords politiques sont concernés, de gauche comme de droite, et chacun avait son excuse pour se presser sur la croisette devant les photographes. Par exemple, Emma Rafovitz, eurodéputée PS, porte-parole du parti, elle était là comme vice-présidente de la commission culture du Parlement européen, comme quoi ces commissions, elles servent vraiment à quelque chose. Regardez. Voilà, alors pareil pour Sandrine Rousseau, la députée écolo qui a acquis ses galons dans le monde de la culture grâce à son travail de présidente de la commission d'enquête sur les violences dans le secteur en 2025. Les auditions ont tenu en haleine le public, on en a parlé largement sur le média avec des témoignages poignants et effectivement elles ont permis de produire un rapport accablant pour le secteur et donc Sandrine Rousseau a monté les marches avec une magnifique robe. Autre invitée, Aurore Berger, qu'on ne présente plus, personnalité publique pour le moins clivante, dont la montée des marches a été très commentée sur les réseaux avec, il faut bien le dire, comme à chaque fois malheureusement, une bonne dose de sexisme. Alors la ministre chargée de la lutte contre la discrimination était présente sur invitation de la présidence du festival pour le film sur Samuel Paty. Selon elle, elle s'en est expliqué sur RTL, regardez. Quand ça peut concerner une femme, moi je suis une femme politique, je suis membre du gouvernement. Vous étiez à votre place là-bas. J'étais invitée pour porter un certain nombre de convictions sur la diversité dans le cinéma, sur le fait de ne pas renoncer à montrer à l'écran certains sujets quand d'autres pays y renoncent, et pour venir soutenir un film qui paraît essentiel, qui s'appelle L'Abandon, sur Samuel Paty, et je crois que chaque Français devrait avoir envie d'aller le voir. Donc vous étiez invité, ça n'a pas coûté de sous aux contribuables. J'étais invitée par le Festival de Cannes, en effet. Voilà, alors il n'empêche qu'au gouvernement, on s'est un peu agacé de l'avoir trusté, là encore, les caméras et un domaine, la culture, alors que ce n'est pas tout à fait son portefeuille. Voilà, ça c'est pour la petite indiscrétion de la semaine. À titre de comparaison, sa collègue Catherine Pégard, la ministre de la Culture en titre, s'est contentée d'un bref aller-retour pour faire quelques annonces molles sur l'intelligence artificielle, sans fâcher évidemment les professionnels de la tech. Mais ça sert à quoi pour une personnalité politique d'aller à Cannes, Niels ? Alors d'abord, pour les ministres de la Culture, justement, c'est un passage un peu au budget. On parlait de Catherine Pégard à l'instant. J'ai posé la question à l'une de ses truculentes prédécesseurs, passée du côté des médias depuis, Roselyne Bachelot. Ça fait partie du job comme la cérémonie des Césars ou celle des Molières. Il faut faire acte de présence pour le secteur. C'est un peu une corvée quand vous êtes à la tête d'un gros ministère.
Encore a-t-elle joué de malchance en étant privée de cérémonie en 2020 à cause de la pandémie de Covid? Et oui, on n'était pas à la fête. Alors les contacts se font autre part que lors du festival pour les politiciens dans le secteur, lors de réunions avec les pontes du cinéma, du théâtre, voilà, de tous les arts vivants, des rencontres informelles parfois, lors de vernissages ou autres événements culturels, lors de remises de décorations, puisque les artistes sont comme tout le monde, ils sont sensibles évidemment à la flatterie, ou encore dans les commissions culturelles au Parlement. Alors il y a aussi ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire l'ordre de diffusion des films. Ça, c'est quand même un énorme sujet, notamment en France, qui diffère un peu du fonctionnement anglo-saxon ou d'ailleurs du reste de l'Europe. Et ça implique notamment Bercy, parce que le cinéma, c'est aussi 70 milliards de chiffre d'affaires annuel et une centaine de milliers d'emplois. C'est un secteur plus important que l'automobile, me rappelle Roselyne Bachelot. Et cette année, Nils, le festival a été percuté par la pétition Zappé Bolloré. Oui, ça a fait l'effet d'une bombe sur le tapis rouge. Le texte, d'abord signé timidement par quelques stars du secteur, dont Juliette Binoche, Swan Arnaud, Adèle Haenel, de rares producteurs et surtout des directeurs de casting, script, chefs décorateurs, autant de métiers invisibles pour le spectateur mais indispensables sur chaque tournage. Bref, les petites mains du cinéma, comme on les appelle, se sont courageusement élevées face à la mainmise de Bolloré sur le cinéma français, ce que Roselyne Bachelot d'ailleurs veut saluer. Il faut combattre les contre-vérités d'une partie de la droite et de l'extrême droite. Ce n'est pas Canal qui nourrit le cinéma, c'est le cinéma qui nourrit Canal. Voilà, alors effectivement, elle rappelle aussi que le groupe Canal a une obligation légale qui lui a été confiée en échange de sa contribution financière. Ils interviennent effectivement dans le cinéma français, ils le financent via un fonds, mais en échange, on leur permet de diffuser un film 6 mois après sa sortie. Voilà, donc les abonnés à Canal payent pour avoir un accès premium au cinéma. Bref, contrairement à ce qu'avancent des élus de droite comme David Linard, le maire de Cannes ou encore le Rassemblement national comme Jean-Philippe Tanguy et d'autres élus d'extrême droite, le cinéma français ne mord pas la main qui la nourrit. Écoutez David Linard. Je pense qu'il faut quand même être sacrément de mauvaise foi et masochiste pour mordre la main qui vous nourrit sans vous demander de contrepartie idéologique. Parce que autant on peut être offusqué ou pas des lignes éditoriales de CNews, etc. Mais dans le cinéma, Canal+ est le premier financeur en volume financier. Et tout le monde reconnaît qu'il n'y a aucune ingérence sur les films projetés. Et ces dernières heures, on apprend que d'autres grandes personnalités internationales se sont engouffrées dans cette brèche et cette pétition anti-Bolloré. Et oui, et puis là, ça envoie du rêve quand même. Javier Bardem, Ken Loach, Mark Ruffalo, parmi les nouveaux signataires de la tribune anti-Bolloré, tu l'as dit, un bel effet stressant en tout cas. Mais Cannes, c'est aussi une vitrine pour les politiciens, surtout ceux qui ont besoin de se montrer avec des acteurs de la culture avant 2027. Voilà ce que m'explique une élue de gauche. Bien sûr qu'on se rend aussi dans les festivals pour profiter de la magie du festival. Cannes, ça fait encore un peu rêver. Et puis on n'est pas obligé de manger une merguez ou un couscous à la fête de l'UMA pour prouver qu'on est de gauche. On laissera à chacun le soin de juger s'il faut effectivement manger de la merguez ou un couscous à la fête de l'UMA pour prouver qu'on est de gauche. C'est peut-être un poil cynique, même pour moi. Mais par exemple, dimanche dernier, l'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem a monté les marches pour le film coréen Hope. Voilà. Puis le lendemain, elle est apparue aux côtés de Sharon Stone en personne lors du photocall du dîner de gala du Better World Fund organisé sur la plage du Copal Beach, voilà, célèbre plage donc à Cannes. Alors ça lui a attiré évidemment des critiques et un article sur le site People Gala pour saluer, je cite, sa longue robe fluide à la coupe droite dans un tissu argenté et brillant. Alors quelques mauvaises langues ont cru bon de se questionner sur la présence d'une magistrate à la Cour des comptes, par ailleurs présidente de France Terre d'Asile, une association de défense des migrants, en se demandant effectivement ce qu'elle fabriquait dans un festival de cinéma, et notamment les comptes liés à la fachosphère qui s'en sont donnés à cœur joie. Alors je l'ai sollicité pour le média, et elle rejette ses critiques. Voici ce qu'elle m'explique. J'ai exercé des responsabilités dans le domaine culturel à la région Rhône-Alpes, ce qui est vrai. Je vais aussi chaque année au Festival d'Avignon. C'est un plaisir, mais c'est normal en fait d'avoir une activité culturelle. Certaines critiques interrogent sur la place prise par la culture dans la société. Désormais, tout est prétexte à dénigrer. Voilà la réaction de Najat Vallaud-Belkacem. Donc c'est une ancienne ministre qui exerce aussi des responsabilités à la Cour des comptes et qui est impliquée dans le domaine culturel. So what, nous dit-elle. Voilà, alors ces déplacements sont aussi un moyen de construire ou de cultiver un réseau dans le monde du show business,
ce que je reconnaisse plusieurs politiques que j'ai interrogées pour préparer cette émission. C'est le cas par exemple de Marine Tondelier, la patronne des écolos a passé une tête, mais pas sur le tapis rouge, au programme Rencontre de travail sur le thème des intermittents du spectacle, l'émergence évidemment de l'intelligence artificielle, bref, un rendez-vous professionnel, et d'ailleurs son entourage me le confirme, se rendre à Cannes et rencontrer ces professionnels, c'était important pour nous, aussi pour affirmer notre soutien à la culture. Au Parlement européen, David Corman, donc c'est le bras droit de Marine Tondelier, qui est aussi eurodéputé, a travaillé sur un rapport d'initiative pour la protection du droit d'auteur par rapport aux films générés par intelligence artificielle. D'ailleurs, les solutions à apporter pour protéger les travailleurs du secteur culturel sont encore assez floues. Oui, alors la ministre de la Culture a déclaré samedi que le CNC, donc le Centre de financement du cinéma, allait modifier ses règles de financement pour protéger la création face à l'intelligence artificielle. On ne peut pas dire que les professionnels du secteur étaient réellement convaincus. Le sujet est d'autant plus pressant que le secteur culturel en général se sait menacé en cas d'arrivée du RN ou d'un allié de droite, d'extrême droite au pouvoir. Cette semaine d'ailleurs, j'ai appris que le groupe de Marine Le Pen a débattu de ce sujet brûlant en réunion à l'Assemblée. Voilà, ils se sont fait leur mini-festival de Cannes à eux, puisqu'ils ne sont pas invités, ils sont boycottés en général quand même par les acteurs culturels pour des raisons évidentes. Le CNC est vu par les députés Rassemblement National comme une entreprise de propagande, c'est ce qu'explique en tout cas le député Mathias Reynaud sur LCP, écoutez-le. Leur liberté d'expression, y compris de dire n'importe quoi, donc en l'occurrence de faire des faux procès et d'accuser Canal+, de ne financer en gros que des films de droite, ce qui n'est absolument Alors ils pas vrai. accusent Vincent Bolloré d'avoir un projet politique et de se servir de la culture pour le mettre à ce moment-là, il faut bien cibler. Voilà, alors au RN, on reconnaît en coulisses ne pas avoir trop bossé le dossier. C'est un peu comme les retraites, ils savent pas trop où ils en sont. Et d'ailleurs, le député qui vient de s'exprimer, Mathias Reynaud, il a connu son quart d'heure de gloire médiatique en s'attaquant au festival transmusical en Bretagne qu'il a pris pour un événement transgenre. D'accord, effectivement. Ah bon. Un peu à côté Plus de la plaque. sérieusement, en interne, les élus d'extrême droite sont tous d'accord pour s'attaquer au secteur du cinéma actuel qu'ils accusent de propager, soi-disant, une idéologie woke, mais ils s'opposent sur les moyens pour y parvenir. Les uns assument de mener une vengeance idéologique, sous-entendu virer tous les gauchos. Alors il y en a quand même beaucoup déjà qui ont été virés, je pense notamment à France Inter. Mais bon, il y en a d'autres qui se parent du souci des deniers publics pour réaliser ce programme. Sous-entendu, il faut faire des économies pour les Français et donc virer effectivement beaucoup de gens, notamment à France Télévisions ou Radio France. En tout cas, voilà qui alerte effectivement les professionnels du secteur. Bref, derrière les robes, le luxe, le glamour, du réseautage, du business et des histoires de gros sous et de politique, évidemment. Et on passe, Nils, à notre deuxième sujet aujourd'hui, et c'est effectivement un peu, même beaucoup, nettement moins glamour, présidentiel et affaires sensibles. On a appris cette semaine qu'Édouard Philippe est visé par une enquête, on en a d'ailleurs parlé dans notre émission Toujours debout. Et oui, adieu champagne, caméra et paillettes, retour à la dure réalité. En réalité, il y a au moins plusieurs procédures qui visent au moins 3 candidats déclarés ou potentiels à la prochaine présidentielle. Mais commençons par le gros coup de chaud chez Horizon. Effectivement, le parti de l'ancien Premier ministre, c'était mardi 19 mai. Effectivement, j'ai contacté un élu Horizon qui m'a raconté un petit peu leur journée. Quand les alertes ont sonné sur les téléphones, on s'est tous demandé ce qui s'est passé. Mais en fait, ce n'est rien de nouveau. Voilà, donc les alertes ont résonné sur les téléphones. Le parquet national financier venait d'annoncer qu'un juge d'instruction allait enquêter sur l'ancien Premier ministre pour des faits présumés de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et concussion au Havre, la ville dont il est maire, on le rappelle. Alors la concussion, pour celles et ceux qui se poseraient la question, c'est le fait pour un fonctionnaire de toucher de l'argent de façon indue ou de faire bénéficier à un tiers d'un passe-droit en échange effectivement de faveurs. Bref, c'est une sorte de malversation. Et c'est plus répandu qu'on ne le pense, même si effectivement c'est un délit qui est moins connu du grand public. Alors en l'espèce concernant Édouard Philippe, c'est une lanceuse d'alerte qui a dénoncé ces faits présumés en septembre 2023 auprès du parquet national financier, lequel a ouvert une enquête et mené des perquisitions en avril 2024. Voilà, avec la justice, il faut effectivement se hâter lentement, comme on dit. Alors les faits portent sur une convention d'objectifs pluriannuels pour l'animation de la cité numérique du Havre, signée en juillet 2020, notamment par Édouard Philippe. Il a fallu que cette lanceuse d'alerte dépose une nouvelle plainte, cette fois en juin 2025, avec constitution de partie civile, pour que le parquet se décide à intervenir, comme l'a rappelé l'un des avocats sur le média.
Côté Édouard Philippe, on minimise la portée de ce nouveau rebondissement en insistant sur son caractère procédural. Je rappelle qu'il y a eu près de 2 ans d'enquête avec le fait d'essayer de trouver les traces de ce que cette dame était susceptible d'avancer, qui n'ont débouché sur rien. Et c'est la raison pour laquelle elle a relancé la procédure. L'ouverture d'une enquête, c'est que ça n'a pas forcément débouché sur rien, sinon il n'y aurait pas d'ouverture d'une enquête. Voilà, c'est de bonne guerre, hein, Cyril, mais enfin, chez Horizon, on est quand même un peu chafouin, parce que cette annonce, elle intervient en pleine opération médiatique pour le candidat à la présidentielle. Alors, il y a un élu Horizon qui nous déclare, on nous répète qu'il ne faut pas s'inquiéter, comme si c'était presque banal, mais c'est emmerdant, c'est sûr. Après, il faut rester serein, c'est ce qu'on nous répète. Voilà, donc ils essayent en tout cas de se rassurer, on se rassure comme on peut. Hein. Autre candidat à la présidentielle inquiété par la justice, Dominique de Villepin. Eh oui, un Galouzo de son petit nom est visé à son tour par une enquête du parquet national financier qui est quand même en plein zèle. Hein. Cette fois pour recel de détournement de fonds publics, c'est dans l'affaire des statuettes de Napoléon. Hein. Robert Bourgi a affirmé dans l'émission Complément d'enquête diffusée sur France 2 avoir servi d'intermédiaire pour offrir à Dominique de Villepin 2 statuettes payées par Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso, et par l'homme d'affaires italien Gian Angelo Perucci, donc un témoignage choc, regardez. Les cadeaux qu'il aimait recevoir. Il aimait recevoir les vieux livres et des statuettes africaines. Mais surtout, il aimait l'empereur. Comme j'allais à Ouagadougou quelque temps après, j'ai dit à Blaise Compaoré, il faudrait quand même que tu aies un geste pour Dominique de Villepin, qui est ministre des Affaires étrangères. Il me dit, ah bon, tu as une idée? Je lui dis, j'ai vu un très beau buste de l'empereur. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je te donne mandat, tu peux le prendre. C'est un buste fait par Charles-Louis Corbet. Et ce buste a été livré au Quai d'Orsay, dans le bureau de Dominique de Villepin. Voilà, alors évidemment, c'est plutôt embarrassant pour Villepin, même si à ce stade, il est présumé innocent, on le rappelle, comme Édouard Philippe d'ailleurs. Et le camp de l'ex-premier ministre s'est fait un plaisir de remettre en question ce témoignage. Un proche de Dominique de Villepin déclare « Robert Bourgi, c'est une planche pourrie. C'est un type qui a été dans tous les coups foireux de la France-Afrique. » Voilà, bon, ce qui n'est pas complètement faux en même temps. Et Bourgi s'est d'ailleurs empressé de courir sur CNews pour en remettre une couche sur Galouzo. Écoutez, tiens. Et depuis 2 ans, je ne reconnais plus cet homme. Copie-collé avec Mélenchon, copie-collé avec Rima Hassan, copie-collé avec toutes sortes de dérives. Ces leçons qu'il donne aux politiques français de la droite et du centre m'insupportent. On se demande, Nils, quel est le rapport entre les statuettes et son soutien à Rima Hassan? On comprend en tout cas que de Villepin est trop à gauche pour Bourgi, hein. Ça c'est clair. En tout cas, il y a une opération Sauvons le soldat Villepin qui a été lancée et l'ancien Premier ministre est lancé dans un début de mea culpa. Regardez. Tiens. Je n'aurais pas dû accepter ces statuettes. À l'époque, vous l'avez dit, il n'y avait pas d'encadrement de ces situations. C'était une erreur. Et c'était une erreur. Je n'aurais pas dû les accepter. Mais d'un point de vue moral tout de même. Monsieur Bourgi a été écarté par moi-même et par Jacques Chirac en 2004-2005, ce qui montre bien qu'il n'y a aucune prise, aucune forme du tout de lien qui puisse se nourrir à cette occasion. Voilà, alors dans le monde politique, le petit monde politique, notamment à Paris, personne n'est dupe de la manœuvre pour faire tomber de Villepin au nom de l'Union des droites, et notamment le conseiller politique Jean-Bernard Gaillot-Renucci, qu'on connaît bien dans cette émission, qui a fait la campagne de plusieurs élus de droite dans les années 90 et 2000. Bourgi monte en défense de son grand ami Nicolas Sarkozy, lequel n'est pas connu pour son grand amour de l'argent, comme chacun le sait. Ça, c'est évidemment un trait d'ironie. Alors, l'ancien président de la République est d'ailleurs multi-condamné. On peut dire que concernant Bourgi, celui qui offrait des costumes à Fillon, il n'est pas un retournement de veste près. Voilà, c'est le petit trait d'humour de Jean-Bernard Gaillot-Renucci. Alors, au RN, Bardella, lui aussi, fait l'objet d'une enquête sur des soupçons de fraude autour de formation aux médias. L'association AC Anti-Corruption avait déposé d'ailleurs une plainte début décembre 2025, une plainte contre X. Oui, pour détournement de fonds publics devant la justice, après un article du Canard enchaîné révélant les faits présumés. Alors, on nous explique que les fonds détenus par les membres du RN en leur qualité d'eurodéputés auraient été utilisés à des fins étrangères à leur attribution, selon la plainte en tout cas de l'association, et notamment un formateur au Media Training qui avait été engagé pour préparer à l'exercice médiatique
médiatique. Les élus européens du RN étaient payés par le Parlement européen sur le fondement de l'enveloppe budgétaire mise à la disposition des élus européens. C'est ce que souligne la plainte donc assez anticorruption. Devinez quelle est la réaction du RN, je vous le donne dans le mille. Ces calendriers qui s'entrechoquent disent quelque chose. On a le sentiment évidemment d'une espèce de chasse aux sorcières. Tout ça est parfaitement légal, a été validé par les services du Parlement européen. Mais c'est ça aussi, c'est toujours un peu fort de café. Les services du Parlement européen valident des choses et ensuite nous les reprochent. Voilà, c'est le fameux complot des juges. Hein. Ça, c'est tous les politiciens, dès qu'ils sont pris la main dans le sac, ou en tout cas qu'il y a des soupçons qui se portent sur eux. Hein, évidemment, les magistrats sont contre eux. Remarquez, vu les prestations de Bardella face aux journalistes, on se demande si la formation était vraiment efficace. Hein. Aucune mansuétude, aucune forme de tolérance, aucun droit à l'erreur ne nous sera accordé. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Il lui suffisait pourtant de ne pas faire un rappel au règlement, mais de proposer un débat sur cette déclaration, comme le prévoit l'article 142. La présidente du Parlement n'a donc pas eu une vision étriquée du règlement intérieur, comme le fustige l'entourage du président du RN. Elle le maîtrise simplement mieux que lui. Depuis le déclenchement de l'intervention américaine en Irak, les prix flambent. Le pétrole a explosé. Est-ce qu'il faudra un casier vierge, désormais, pour être candidat du Rassemblement national? Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Campagne Jordan Bardella. Si Marine Le Pen est condamnée. Aucun droit à l'erreur ne nous sera accordé. Bon, en matière de complot, LFI est servi aussi pour cette présidentielle, Nils. Oui, on a appris cette semaine que des élus de la formation de Jean-Luc Mélenchon ont fait l'objet d'une vaste campagne de désinformation et de calomnie pour les municipales, téléguidée par une mystérieuse société barbouze israélienne. Alors le Canard, qui a également révélé les faits, écrit que le rapport de Viginium, l'entité chargée de repérer les intox numériques étrangères qui visent la France, sur le sujet a été largement caviardé. Vous voyez l'article qui s'affiche à l'écran. Alors d'après le journal, c'est le président de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique, Christian Charpy, qui a exigé que des pans entiers du rapport soient supprimés pour ne pas être utilisés par LFI à des fins politiques. De quoi faire bondir la formation et Jean-Luc Mélenchon au premier chef. Regardez. Et donc, quand vous mettez d'un côté des étrangers, là en l'occurrence, il s'agit d'agences d'influence d'Israël contre nous. Mais ça peut être d'autres. Hein. Pour nous, c'est tout du pareil au même, hein, ceux qui nous tapent dessus. Mais bon, on nous a dit ça, et MAGA, c'est-à-dire les Trumpistes. Hein. Apparemment, on n'intéresse pas les Russes. Les Émirats Arabes Unis, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on leur a fait à ceux-là? Alors, ils montent des complots contre nous, ils payent des articles, ils affichent en bas de chez moi, pour que... Ah, c'est un message sicilien. Tu vois. Et si nous le sommes nous, tous les autres le seront. C'est ça qui est important. Nous demandons une loi qui permette de combattre les ingérences étrangères et de réparer leurs dégâts. Côté LFI, on se félicite de ces révélations, mais on craint surtout que ce genre de coups bas ne se multiplie d'ici 2027. C'est évidemment un sujet de préoccupation pour nous, c'est extrêmement grave ces tentatives de déstabilisation, alors que le RN, de son côté, bénéficie d'une grande bienveillance médiatique. C'est ce que déclare un proche de Jean-Luc Mélenchon que j'ai contacté pour préparer cette émission. La réaction du gouvernement n'a pas rassuré la formation de Jean-Luc Mélenchon. Bah ça c'est sûr, d'abord parce qu'il y a eu un sacré retard à l'allumage entre les révélations de la presse et la réaction du gouvernement, et surtout que c'est une réaction à minima. Regardez, c'était Laurent Nunez à l'Assemblée nationale cette semaine. Oui, nous ne cachons rien, évidemment que le rapport sera publié. Le rapport sera évidemment publié sur la visibilité, sur la qualification de cette ingérence qui a été assez peu visible, mais qui a un caractère malveillant évident, je vous le confirme. Donc 1, le juge judiciaire est saisi, 2, le rapport sera publié, et 3, il y a un contentieux électoral, le juge électoral dira s'il y a eu altération ou pas du scrutin.
Voilà, et puis en plus, ce qui alimente effectivement les soupçons de la France Insoumise, c'est que Nunez s'est illustré quand même contre le parti, en forçant notamment le ministère de l'Intérieur à classer la formation à l'extrême gauche pour les municipales, ou encore en menant une chasse contre les municipalités insoumises via les préfets, comme en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc un autre genre de déstabilisation politique. Alors à vrai dire, ce genre de campagne, elle n'a rien de neuf. Sous les autres présidents de la République, il y avait une tradition des cabinets noirs, avec Jacques Chirac, c'était l'ancien patron des RG, les renseignements généraux, Yves Bertrand qui était à la manœuvre, notamment pour tenter d'éteindre la candidature de Sarkozy à l'Élysée. Un ancien magistrat que j'ai contacté m'explique que ce sont des profils de barbouzes qui gravitent dans le pouvoir, c'est connu. Il y a des vrais faux journalistes, des anciens policiers et même des policiers actuels, et des profils qui sont effectivement à la limite de la légalité. Alors Sarko avait supprimé en son temps les RG, parce qu'il était traumatisé effectivement par ce qui lui était arrivé, mais il n'a pas oublié de réorganiser la police à sa botte avec ses hommes comme Bernard Squarcini, le Squal, Frédéric Pichnard notamment, des profils qu'on a pu retrouver autour de coups tordus par la suite. Bref, pour reprendre les mots d'un proche de Jean-Luc Mélenchon, cette campagne présidentielle risque d'être sale, très sale. Un électeur averti en vaut deux. Merci beaucoup Nils pour ces révélations. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Indiscrets. N'oubliez pas, le média a besoin de vous. Nous sommes actuellement dans une campagne intense pour justement sauver le média, car le média pourrait disparaître. Nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels d'ici au 30 juillet. Alors rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Sans vous, le média n'existerait pas, et sans vous, le média ne pourrait plus exister. Alors nous avons grandement besoin de votre soutien.